Bien avant d'être en contact avec lui, la situation qui prévaut au Niger, pour le moment, c'est le statu quo. C'est vrai que la CEDEAO menace une intervention militaire et de l'autre côté, l'armée nigérienne à sa tête, le général Chiani, qui menace également de riposter au cas si la CEDEAO intervient. Bah justement, il faut commencer quand même par dire qu'au-delà de tout, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un début d'avancement dans cette situation au Niger? Parce que maintenant, si avant, on avait, dans un passé très récent, on avait vu la junte refuser de recevoir même la délégation de la CEDEAO, ce n'est plus le cas. Maintenant, la junte elle s'est ouverte à recevoir la délégation de la CEDEAO. On a vu cette délégation rencontrer même le président Bazoum qui a fait sa première apparition depuis ce putsch qui a été perpétué contre sa personne. Sa deuxième apparition. Donc, disons maintenant que le président, cette situation du côté du Niger est peut-être en train d'avancer. Sans oublier également le fait que dans la sortie récente du général Tchani, il appelle désormais à un dialogue national, et qui parle de dialogue national parlerait de venir discuter de la conduite de la transition, de la marche à suivre, de ressortir quels sont, entre autres, les éléments qui seront inscrits au chronogramme qui va conduire à l'organisation des élections futures du côté du Niger. Sauf que lui, il parle d'une transition de 3 ans. Exactement, et il parle d'une transition de 3 ans. Encore une fois, tout se négocie. Mais regardez, quand prenons la Guinée, prenons le Mali, entre autres. Mais quand on parle de transition, on nous parle de 2 ans, mais qu'est-ce que c'est, combien d'années? C'est 3 ans, carrément, de transition. J'ai l'impression que les partis politiques n'ont aucune importance aujourd'hui. Il suffit d'être dans l'armée et puis prendre le pouvoir. Non, il va falloir qu'on sorte de ça. Attention, à ce sujet-là, il y a quelque chose de très important à relever quand même, Tcherno Madjou. Dans l'armée, il y a des gens brillants. Dans l'armée, il y a des gens intellectuels, il y a des professionnels, il y a des gens qui ont un savoir-faire, un savoir-être, le permettant de pouvoir conduire les destinées d'une nation. Cependant, alors c'est simple. Ah, ok. Emmanuel, c'est facile de parler quand on veut, mais c'est bien d'écouter parce que c'est pour économiser tes énergies, parce que ce que tu as envie de dire, c'est par ça que je vais terminer. Bien, allez-y. Mais si tu ne m'écoutes pas, tu vas gaspiller ton énergie pour rien. C'est Alphonse qui est en train de l'interrompre, comme quoi Alphonse il est dans l'idée des coups d'État. Ouais, justement. C'est pourquoi je le vois défendre le CNRD. J'ai envie de tout simplement rappeler au travers de mes propos que si dans l'armée il y a des gens brillantissimes, et donc il est demandé à l'armée, ceux-là qui pensent qu'ils sont capables, d'ôter la tenue, de redevenir civils et de conquérir le pouvoir tel que les autres aussi peuvent conquérir ce pouvoir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est carrément la survie de la CEDEAO qui est en cours. Et cette CEDEAO-là n'est victime que d'elle-même. Parce que tout simplement, elle est très vite allée en besoin. Vous ne pouvez pas vouloir dialoguer avec des gens en les mettant un pistolet sur la tempe. C'est pas possible. Allez, nous allons partir du côté de Niamey au Niger pour en savoir davantage sur le climat qui prévaut dans ce pays. Nous sommes avec Mahamadou Harouna, il est journaliste enquêteur. Il est en direct de Niamey. Babila est avec vous. Notre confrère, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Enquêteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ces derniers développements de l'actualité au Niger, on a vu la sortie du président, ou disons du chef, du général Kiani, qui parle d'une transition qui n'ira pas au-delà de 3 ans. Et il menace aussi de riposter en cas d'intervention militaire. Au même moment, on assiste à la venue de cette délégation de la CEDEAO qui a été rencontrer le président Bazoum. Dites-nous, quelle est l'atmosphère qui prévaut aujourd'hui dans votre pays? Et après la visite de la délégation de la CEDEAO, le président Tchani a livré un message à la nation dans lequel il a effectivement dit qu'il y aura une transition qui ne va pas excéder 3 ans. Il y aura un dialogue politique national pour jeter les bases d'une nouvelle vie constitutionnelle. Donc vraiment au niveau du peuple, il y a un soutien qui est là, il y a un soutien populaire très fort en faveur du régime militaire. Pourquoi? Parce que les 12 ans de règne du PNDS, l'ancien parti qui a été déchu le 26 juillet, parce que la gouvernance a été catastrophique. Et 12 ans de règne qui a été jalonné d'injustice, de corruption, de détournement de données publiques,
des marchés publics surfacturés, souvent des marchés qui ne sont même pas effectués, mais qui sont payés au niveau du trésor public. Donc, le peuple en avait marre. Et pour ne rien arranger, même les libertés publiques étaient confisquées. Il y avait plus de manifestations publiques au Niger depuis 2014. Donc, tout naturellement, quand il y a eu le coup d'État, la population était sortie, exprimer son soulagement et soutenir le pouvoir militaire. Donc, vraiment, il y a un soutien populaire très, très fort en faveur des militaires en ce moment. Alors, monsieur Amadou, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas des Nigériens comme nous, des Guinéens, quand on nous parle du Niger et de ce parti politique à sa tête, Mamadou Youssoufou, qui a dirigé ce pays durant 12 ans, on estime que c'est un modèle. Quelqu'un qui a abandonné le pouvoir, il n'a pas fait de troisième mandat. On parle de développement, c'est quelqu'un, le Niger était à l'international. Le Niger était quand même devenu très fréquentable avec Mamadou Youssoufou. Et maintenant, à vous entendre, c'est comme si vous dites depuis 12 ans, depuis que ce parti est au pouvoir, avec l'arrivée également de Bazoum, que la corruption était là, que les citoyens en avaient marre. On a du mal à comprendre pour nous, les autres nationalités qui ne sont pas des Nigérians. Oui, vous savez, pour nous autres qui sommes au Niger, qui vivons la réalité, vraiment, je vous dis, vraiment, c'était le martyr. Et bon, le régime de l'ancien président était soutenu par les puissances extérieures. Il avait accordé à plusieurs pays européens de venir s'installer militairement ici au Niger. Ce sont des bases qui les Français, les Américains, les Belges, les Allemands, etc., etc. Donc, vous voyez, tout ça, ça a été fait. Ça a été décidé par l'ancien président seul, sans passer par l'Assemblée nationale. Donc, nous vivons une certaine réalité ici au Niger. Mais des extérieurs, comme les Blancs, ils le soutiennent, ils le présentent comme un démocrate, mais en réalité, il est loin d'être un vrai démocrate. Et d'ailleurs, il serait derrière ce coup d'État-là. Il serait derrière. Mais les gens sont décidés à ne pas se laisser faire. Et les militaires et les civils. Alors, très bien, donc je vous pose deux questions en une. Alors, est-ce que vous pensez comme les autres, comme beaucoup d'observateurs aujourd'hui, que le général Tiani ne serait pas le bon interlocuteur de la CEDEAO et que la CEDEAO devrait directement aller négocier avec le président Mamadou Youssoufou? Ça, c'est ma première question. Alors, la seconde question... Il risque d'oublier la question. Allez, il va répondre après, vous allez enchaîner. Oui, mais aujourd'hui, la réalité du pouvoir est détenue par le général Tchani. Donc, c'est lui le dirigeant du pays. Donc, on n'a pas la délégation de la CEDEAO. On n'a pas à aller voir le président Issoufou. Même s'il a une main dans ce coup d'État-là. Et puis, au niveau de la CEDEAO, non. Ils ont mis vraiment la charrue avant le but. Il faut négocier d'abord. C'est quand les négociations n'ont pas marché qu'il faut penser aux sanctions. Mais vous mettez les sanctions, un embargo économique et financier, et après vous dites qu'il faut négocier. Non, ça vient quand même. Et la CEDEAO était où quand les Nigériens étaient empêchés de manifester. Depuis 2014, il n'y a pas de manifestation publique ici au Niger. Et tout le monde savait comment se sont passées les élections de 2021. Bazoum a été imposé par Soumou. C'était tout sauf une élection régulière. Non, c'est une fraude. Tout le monde savait. Ici au Niger, nous avons vécu cela. Et même les Blancs qui le soutenaient, ils le savaient très bien. Et comme ils faisaient le jeu des Blancs, ils fermaient les yeux. Et voilà, aujourd'hui, vraiment, les résultats où nous sommes arrivés. Donc aujourd'hui, vous voulez nous dire, avec cette dénonciation que vous faites, l'élection entachée de fraude dont vous dénoncez, que les Nigériens attendaient depuis longtemps que l'armée réagisse? Oui, évidemment, parce que au niveau du peuple, le président Issouf et son régime sont arrivés à acheter pratiquement tout le monde. Les organisations de la société civile, ils ont divisé les partis, tout le monde pratiquement. Donc, il n'y avait que l'armée. Même, un moment même, vraiment, le peuple désespéré. Et voilà qu'un beau matin, tout est parti à l'eau.
Alors, mais qu'en est-il des partisans de l'ancien régime, le parti dont vous faites allusion à sa tête, le président Bazoum? Qu'en est-il de ces partisans? Parce que j'imagine que ce n'est pas tout le Niger, ce n'est pas l'ensemble de la population qui est derrière quand même ce putsch, qui accompagne, qui soutient aujourd'hui ces putschistes. Oui, vous savez, dans notre pays, il est difficile vraiment de faire face à l'armée, il est difficile d'affronter l'armée. Et même les partisans de Bazoum savaient très bien que l'ancien président Youssouf était derrière ce coup d'État. Tout le monde le savait. Et puis, Bazoum, même durant ces 2 ans de pouvoir, ne faisait que de la civilisation. Le véritable chef de l'État, c'était Youssoufou. Ils empêchaient, Youssouf et son gars empêchaient au président Bazoum de gouverner réellement. Même Tchani, qui était le chef de corps de la garde présidentielle, Bazoum a voulu le changer un moment. Il a même signé le décret qui va le remplacer. Mais Youssouf a refusé, il dit non, il faut le laisser. Et c'est comme ça, il l'a laissé. Et voilà. Il a fait comme vous voyez, donc non. Alors, j'ai du mal à vous comprendre, parce qu'à chaque fois, vous rappelez, c'est comme si vous êtes en train de faire des révélations troublantes en disant que le président Mamadou Youssouf serait entre guillemets, au conditionnel, derrière ce putsch. Et c'est comme si vous dites que Mamadou Youssouf l'empêchait également de diriger le pays, le président Bazoum. On a du mal à comprendre. Pourtant, ils sont issus de la même formation politique. C'était son protégé. Oui, mais ça, c'est pour la forme, En réalité, c'est ce qui détenait la réalité du pouvoir. Nous-mêmes, ici, au niveau de l'enquête, on avait écrit une fois un article, c'est moi-même qui l'ai signé, intitulé « Un pays, 2 présidents de la République ». Un pays, 2 présidents de la République. Et puis, dans plusieurs de nos articles, nous avions écrit qu'un second mandat pourrait être impossible pour le président Bazoum. Et voilà, l'histoire nous a donné raison. Donc, nous, on n'est pas surpris quand on voit ce qui se passe actuellement dans notre pays. Vous n'êtes pas surpris, oui. Confrères, chers confrères, est-ce que vous voulez nous dire que l'alternance démocratique promise par Mamadou Youssoufou n'a été que de la poudre aux yeux, n'a été qu'un échec pour la population nigérienne? Oui, c'est une alternance de façade en réalité, parce que Youssoufou détenait la réalité du pouvoir, c'est lui qui a imposé Bazoum comme candidat du PNS contre l'avis des caciques du parti. Il voulait un autre candidat. Et Youssouf, comme il s'imposait dans le parti, il a imposé Bazoum à son parti. Et c'est comme ça qu'il a été présenté à l'élection présidentielle. Et il a fait passer par une grande fraude. Ça, tous les Nigériens le savent, même les observateurs qui le savaient. Mais comme c'est leur intérêt, ils ont fermé vraiment les yeux. La CDA le savait très bien. Allez-y, oui, Félix Milimono. Alors, mon cher, la question que moi je veux poser, vous avez vu, comment dirais-je, les sanctions de la CEDEAO envers le peuple du Niger, mais également cette autre possibilité d'intervention militaire. Nous apprendons d'ailleurs qu'il y a déjà une troupe à la frontière togolaise et nigérienne. Est-ce qu'aujourd'hui, au Niger, quel est le climat qui prévaut d'ailleurs au sein de la population, mais même au sein de l'armée, par rapport à cette décision éventuelle d'intervention militaire de la CEDEAO? Oui, bon, c'est une éventualité que les Nigériens n'excluent pas. Donc, il y a tout le monde est préparé en quelque sorte. Sinon, tout le monde acquiert aussi vraiment la CEDEAO qui n'a pas joué son rôle dès le début. Au niveau de la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO, il existe ce qu'on appelle le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. La CEDEAO n'a jamais cherché à imposer l'application vraiment de ce protocole. Donc, vous savez, tout le 3e mandat, les discussions de constitution, tout ce qu'on a constaté dans plusieurs pays africains, c'était aussi de la CEDEAO. Si ce protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance était respecté par les États, on ne serait pas arrivé aujourd'hui à ces coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina et puis au Niger. Allez, oui, Aoula Toussou.
Allez-y. Après qu'une délégation de la CEDEAO ait séjourné au Niger, le président de la transition a annoncé en tout cas un dialogue. Est-ce qu'il s'est limité juste aux annonces ou bien il y a des actions concrètes et comment les acteurs de la société civile et politique réagissent à ce dialogue annoncé? Oui, cette annonce de dialogue politique a été favorablement accueillie par les organisations de la société civile. Donc, on attend seulement que cette mesure soit concrétisée. Et puis, au niveau des organisations de la société civile et du peuple d'une manière générale, je trouve qu'une transition de 3 ans vraiment se fait. Les gens veulent aller plus. Au-delà de 3 ans, les gens disent qu'il faut faire de l'assainissement économique et financier. Les gens ont soif de justice parce que le régime, l'ancien régime là, l'a fait. Sa gestion a été une catastrophe pour le Niger. Une catastrophe sur tous les plans, dans tous les domaines. Donc, je vous disais tout à l'heure, la corruption, le détournement des deniers publics, tout ça. Donc, vraiment, il faut de l'assainissement. Il ne faut pas qu'on revienne en arrière demain. On se précipite pour aller aux élections et puis, paf, on revient aux mêmes erreurs. Bien. Mahamadou Aruna, rédacteur en chef du quotidien nigérien L'Enquêteur. Caps. Alors, M. Mahamadou, la question pour vous, c'est de savoir, on a suivi la rencontre de la délégation de la CEDEAO et du général Tiani. Juste après cette rencontre, le général Tiani, dans une adresse à la nation, parle de dialogue, fixe la durée de la transition à 3 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des négociations ou des échanges autour notamment de la durée de la transition, des choses auraient avancé à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut aller même plus loin dans la déduction pour dire qu'à la fin, même ce dialogue demandé par le général Tiani, c'est tout simplement pour la forme, pour légitimer les 3 ans, quand on sait qu'il fallait le dialogue, discuter pour s'entendre, pour s'accorder sur un délai que lui, il a déjà préalablement annoncé. Est-ce que ces dialogues seront véritablement sincères? Oui, bon, vous savez, les 3 ans, c'est une proposition telle que le général Tiani a fait. Mais au niveau du peuple, on dit que non, 3 ans de transition, c'est tué. 3 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Tout est à revoir vraiment dans ce pays. Du fait seulement de la gestion chaotique de l'ancien régime. Donc, tout est à revoir. Donc, c'est ça que la CEDEAO doit chercher à comprendre. Qu'est-ce qui a poussé réellement arriver à ce coup d'État? C'était la gestion catastrophique de l'ancien régime. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est du fait justement de cette gestion que le peuple a accueilli favorablement ce coup d'État. On dit que c'est un retour pour la démocratie. Mais bon, quand ça ne va pas aussi, il faut s'arrêter. Bien. Alors, Mamadou, il y a un leader politique nigérien très célèbre qui a été emprisonné au temps du régime de Mamadou Youssouf. Son nom, c'est Mama Amadou, qui est très célèbre, qui est pressenti selon certains observateurs nigériens comme le futur président s'il y a des élections libres et transparentes dans ce pays. Alors, comment il a perçu ce coup d'État perpétré par le général Tiani? Bon, ce coup d'État n'est pas une surprise pour les Nigériens, je vous dis. Ce n'est pas une surprise. Tout le monde s'attendait en quelque sorte à ce qu'il y ait ce coup d'État. Parce que l'ancien président n'a pas la réalité du tout. Tout était décidé par ce Mohamed. Tout était. Tous les Nigériens le savaient. On le vivait. Sinon, Bazoum était animé de bonnes intentions. Il voulait vraiment travailler pour ce pays. Mais il a été empêché. Pendant ce je ne sais pas si ma question n'a pas été répondue. Sur le cas de cet opposant, ce leader politique très célèbre au Niger, Mama Amadou, il est au Niger ou bien en France? Et comment il a perçu ce coup d'État? Oui, c'est ça que je vous dis. Lui-même, Amadou, il vit en exil en France depuis plusieurs années du fait du président Soufou. Lui-même, il l'a dit en quelque sorte, il n'a pas été surpris parce qu'il s'est passé ici au Niger. Il n'a pas été surpris. Tous ceux qui suivent vraiment l'actualité politique au Niger, ils savaient que ce coup d'État n'est pas une surprise. Les gens
attendaient en quelque sorte vraiment ce qui se passe. Ce n'est pas une surprise pour nous autres. Ce n'est pas une surprise. Allez-y, Voilà. Babila. L'autre question, comment pouvez-vous croire aussi comme cela au général Kiani quand on sait que durant le règne de Mamadou Issoufou, que vous tablez ou que vous taxez d'une gouvernance teintée de corruption et de détournement, Kiani a appartenu à ce système en tant que commandant de la garde présidentielle et nous apprenons qu'il y avait assez d'émoluments qui lui revenaient, lui et ses hommes. Comment pouvez-vous croire en lui, à son intégrité quant au changement véritable pour le bien du peuple nigérien? Oui, bon, nous espérons que le général Tchani, c'est vrai, il était un homme proche du président, très très proche du président Issoufou. On espère qu'il a fait sa part de son examen de conscience et rendu compte que vraiment le Niger pourrait être sa part et qu'il a pris ses responsabilités. Donc même si le général Tchani pensait vraiment trahir les aspirations du peuple, nous espérons qu'il aura en face de lui vraiment le peuple. Parce que le peuple nigérien en a marre, excusez-moi l'expression, en a marre de l'ancien régime. Tout le monde. Que répondez-vous à ceux-là qui estiment que ce coup, eh bien, que c'est l'œuvre de Mamadou Issoufou qui, à un moment donné, a compris que Bazoum, le président Bazoum, avait commencé à prendre son envol, à quitter ses emprises et que la finalité de ce putsch-là, c'est de permettre justement à son fils qui était ministre du pétrole et de l'énergie d'être porté, n'est-ce pas, à la tête de son parti CNPS. Oui, absolument, c'est cela. Même nous devons espérer que le général Tani est en train d'échapper au président Issoufou. Vraiment, c'était que nous souhaitons beaucoup, c'est notre espoir comme ça, que le président, le général Tchani ait pris conscience que le Niger pourrait être sa tête et qu'il a fini, il a pris conscience et qu'il puisse échapper au président, à la mainmise du président Issoufou. Bien, peut-être une dernière question, Alphonse. L'autre question que nous autres, en étant à l'extérieur du Niger, sommes enclins à nous poser, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de vos espérances, la junte dispose de coups de franche pour permettre de sortir le Niger des situations qu'eux-mêmes ils ont dénoncées à la prise du pouvoir? Oui, mais il doit intérêt au niveau de la junte et du gouvernement, il y a des hommes vraiment d'expérience, des hommes qui ont des relations à l'extérieur qui pouvaient, et surtout qu'ils ont le soutien du peuple. C'est ça le plus important. Donc, je pense qu'avec ce soutien, on pourra s'en sortir. La junte et le gouvernement vont s'en sortir. Bien, oui. L'autre question, c'est par rapport aux conséquences de cette batterie de sanctions de la CEDEAO. On a appris que le Nigeria a coupé l'électricité et les importations vers le Niger aujourd'hui sont interdites. Comment le peuple nigérien vit cette période-là? Comment ces sanctions sont ressenties au sein de la population? Oui, bon, c'est des sanctions difficiles. Bon, les gens se disent aussi que c'est des sanctions injustes. Donc, c'est ça qui fait que, bon, on les supporte avec ce ici. Et vous avez vu, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, il y avait 311 camions exactement. 311 camions de marchandises qui ont été convoyés de Dori au Burkina, qui sont arrivés ici à Niamey. Donc, le convoyage a été assuré par les forces armées nigériennes et tout s'est très bien passé. Bien. Allez, oui, Kapsa. Voilà, alors l'autre question aujourd'hui, on sent qu'il y a des civils de plus en plus qui ne font que s'enregistrer du côté du Niger pour, soi-disant, apporter leur appui à l'armée nigériane pour combattre la force de la CEDEAO à son arrivée. Et quel est le regard de journaliste que vous apportez à cela? Il faut tout de suite préciser que ce recrutement de citoyens n'est pas l'œuvre des militaires. Non.
non, c'est des organisations de la société civile qui ont appelé les Nigériens à se faire arrêter pour participer à la défense de la patrie. Sinon, ce n'est pas une initiative personnelle des forces armées nigériennes. Non, non, ce n'est pas une initiative personnelle de forces armées. Alors, plutôt, ça venait de certaines organisations de la société civile. Allez-y. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, si on va plus loin avec ces auxiliaires civils, à leur former et à leur mettre, entre autres, à disposition des armes, est-ce que ils ne deviennent pas eux-mêmes un problème à la sécurité du Niger et même dans le Sahel? Bon, pour le moment, cette option n'est pas encore envisagée. Il n'est pas question de former militairement ces gens ou de les fournir des armes. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Non, non, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Allez, Babila Keita. Voilà. L'autre question, justement, c'est par rapport à ces groupes de jeunes qui ont commencé des opérations de sécurisation, si on peut l'appeler comme ça, dans les rues de Niamey, qui font des fouilles des véhicules chaque nuit pour se rassurer qu'il n'y ait pas de menace à la sécurité nationale. D'où est partie cette initiative? Oui, ça c'est une initiative personnelle des organisations de la société civile. C'est une action citoyenne, comme on dit ici à Niamey. C'est une action qui participe de la conscientisation du peuple. Et bon, il faut prendre cette précaution, comme on dit, on ne sait jamais. Bien. Alors, c'est vrai qu'au nord du Niger, il y a des djihadistes. Il y a l'ancien ministre Richard Bougla, qui est proche de l'ancien chef d'État, a menacé le général Tchiani, qu'il estime qu'un retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui va passer forcément par une autre action armée chirurgicale. Et est-ce que les actions sont menées au nord du Niger ou bien pour le moment il reste silencieux en attendant l'évolution de la CEDEAO? Pour le moment, la situation est sous contrôle vraiment des militaires nigériens et elle le sera en l'espère encore. Sinon, non, la menace de Rissa Abdullah, elle ne fait pas peur aux militaires nigériens. Non, non. Sauf que les militaires ont eu beaucoup de pertes ces derniers temps au Niger. Après ce coup d'État, il y a eu des attaques au niveau de certains postes. Il y a eu beaucoup de morts. La dernière fois, on parlait de 17 Nigériens, agents de l'armée qui ont été tués par des djihadistes. Et qu'en est-il de cette intervention? Félix pose cette question de l'intervention militaire de la CEDEAO. Pensez-vous qu'avec toutes ces forces de la CEDEAO qui réunit plusieurs pays, est-ce que l'armée nigérienne peut résister à cette intervention? Oui, absolument. Ça, nous faisons confiance en notre armée. C'est une armée aguerrie, expérimentée. Donc, moi, j'espère qu'elle saura faire face à la situation. À vous entendre parler, j'ai l'impression d'écouter un membre de la junte militaire du côté du Niger. Vous êtes rédacteur en chef du journal L'Enquêteur. Et vous qui dites tout simplement que l'armée pourra résister, vu le nombre bien sûr de l'armée de la CEDEAO, peut-être dispositif avec l'armée nigérienne et les autres pays, les autres nationalités, même si peut-être le Mali, la Guinée, le Burkina ne prendront pas part. Vous pensez qu'ils peuvent bien sûr résister vu qu'on nous parle d'une armée nigérienne qui n'a pas les moyens, qui est incapable même de combattre les djihadistes au nord du Niger? Mais moi, je comprends pourquoi, juste pour rétablir l'ancien président, la CEDEAO qui est instrumentalisée par la France peut engager une intervention militaire ici au Niger. Pourquoi? Pour sauver le pouvoir d'un seul individu, on doit apporter la guerre à tout un pays. Mais au moment où ça ne marchait pas, pourquoi la CEDEAO ne peut pas intervenir pour tenter de régler vraiment la situation? Directement, ils ont imposé des sanctions au Niger et d'ouvrir des négociations d'abord. Non, quand même, non, ça ne pourra pas marcher de toutes les façons. Les forces armées nigériennes sont debout. Le peuple nigérien est derrière son armée. On attend de voir.
Vous croyez en la capacité quand même de l'armée nigérienne, mais est-ce que vous mesurez aujourd'hui en tant qu'homme de médias les conséquences de cela, parce qu'il y aura forcément des victimes si ça arrive, on ne souhaite pas que ça arrive, si ça arrive, il y aura des victimes qui ne sont pas dans les rangs des forces de l'ordre. Oui, évidemment qu'il y aura des victimes, et une des premières victimes sera d'être dans un président qui est toujours détenu par les militaires. C'est ça. Bien. Allez, oui, alors l'autre question pour vous, c'est de savoir aujourd'hui la réussite de ce putsch finalement, ou l'adhésion de la population à ce putsch qui se caractérise par le soutien populaire près du général Tiani. Est-ce que ça s'expliquerait par ce sentiment anti-français grandissant du côté du Niger, ou c'est tout simplement parce que ces situations de corruption, entre autres, qui sont évoquées, c'est à ça la population adhère, ou c'est tout simplement le sentiment anti-français qui explique l'adhésion totale de la population aujourd'hui? Non, je vous disais tout à l'heure qu'il y a la gestion chaotique vraiment des anciens régimes. Il y a aussi l'irruption de la France dans les affaires publiques ici au Niger. On savait que même la France est là pour toute autre chose quand elle dit qu'elle est là pour lutter contre les terroristes. Non, souvent, nous savons qu'il y avait des conflits français avec certains groupes terroristes, même l'attaque d'Inates, une compagnie ici au Niger, dans la frontière du Mali, c'était une complicité française, parce que même souvent au niveau du ministère de la Défense, ils parlent souvent d'embuscades complexes. Voilà, c'est le terme qu'ils utilisent au Niger. Plusieurs fois, le ministère de la Défense a utilisé le terme embuscade complexe. Donc, ce n'est pas des djihadistes ahayans qui vont tenir tête à l'armée nigérienne. C'est parce qu'ils bénéficient de certains appuis. Allez, oui, Kabza, voilà, alors l'autre question pour vous, qui à mon avis est une question très, très logique et très importante. Alors, quand vous regardez de votre œil de journaliste, enquêteur très avisé... Il est parti malheureusement, voilà, on va essayer de rappeler, même si on tend vers la fin de cette émission. Voilà, en fait, la question que je voulais lui poser, c'était en tant qu'enquêteur aguerri de la situation, qu'est-ce que la sortie récente du général Tiani, de la junte nigériane, quand ils annonçaient qu'ils voulaient poursuivre le président Bazoum pour haute trahison, qu'est-ce qu'ils sous-entendaient véritablement par haute trahison et qu'est-ce qui était véritablement reproché au président Bazoum qui expliquerait cette haute trahison dont il était victime. Donc c'était cette question à laquelle je voulais lui prêter, mais j'ai quand même envie de rappeler quand même une chose aujourd'hui. La réalité, c'est que aujourd'hui, on est en train d'aller tout droit vers une négociation. La CEDEAO, quoi qu'elle dise ou quoi qu'elle ait envie de se sauver la face, aujourd'hui, elle ne peut qu'accepter cette approche de négociation pouvant finalement permettre à cette junte du Niger de pouvoir justement continuer la gestion de la transition, parce que j'estime qu'on est déjà dans la transition. On va revenir à la question. Allez à votre question, il est déjà en direct. Voilà, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir en tant qu'enquêteur, grand enquêteur aujourd'hui du côté du Niger, que sous-entend cette plainte que la junte veut porter, annoncer à l'endroit du président Bazoum en le traitant de haute trahison. Qu'est-ce que ça sous-entend, cette plainte? Oui, selon nos informations, le président Bazoum aurait des contacts avec certaines puissances extérieures, mais aussi avec des groupes djihadistes. Parce que vous savez, à plusieurs reprises, au moins une fois, le président Bazoum a fait libérer des terroristes arrêtés par les forces armées nigériennes. Donc ça n'a pas plu aux militaires. Il voulait encore récidiver. Moi, personnellement, pas concernant le président Bazoum, mais je connais quelques cas qui ont été pris et relaxés. Et il y a même des djihadistes qui on avait une politique nigérienne. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une complicité sérieuse entre certains groupes djihadistes
ici au Niger. Allez, la liaison commence à se dégrader. Peut-être on va aller Voilà, avec la dernière question. on a vu justement, quant à cette collaboration, ou en tout cas ce lien supposé entre le président Bazoum et des groupes djihadistes, lors d'une rencontre, effectivement, le président Bazoum lui-même, il a affirmé devant la représentation nationale comme quoi il est bien en contact avec quelques chefs djihadistes, mais c'est dans une logique, dans une démarche justement de faire ramener des brebis perdues vers le troupeau, parce qu'il sait que c'est des fils nigériens. Il dit avoir même contacté les parents de ces familles pour tenter de les dissuader que d'aller dans une démarche de guerre contre ces gens-là. Est-ce que vous ne trouvez pas une certaine logique dans cette démarche? Oui, effectivement, il faut chercher à négocier avec ceux qui seraient prêts à déposer les armes. Et puis, parmi les terroristes qui ont été libérés, certains avaient déjà reçu les armes. Oui, certains avaient déjà reçu les armes. Mais cela n'empêche, il faut toujours tenter de voir ceux avec qui on pourrait discuter pour qu'ils puissent déposer les armes définitivement une bonne fois pour toutes. Parce que pour régler cette question de terrorisme, la réponse militaire seule ne suffirait pas. Il faudrait aussi des actions sociales. Bien. Bien, allez, c'est très important, oui. Allez. Voilà. Et qu'en est-il de la déclaration de cet ancien ministre du Tourisme qui a déclaré la création d'un front de résistance contre le putsch, donc une rébellion qui va naître désormais vers le nord contre le régime? Comment cette annonce est perçue au Niger et comment toute cette actualité est abordée dans la presse nationale, dans la presse locale nigérienne? Oui, vous savez, l'annonce de Rissaboula, elle est perçue comme un événement par les Nigériens. Hein. On n'en parle pas trop, on n'en parle même pas. Donc, ça, lui, c'est réfugié en France, lui, il a fait sa déclaration. Bon, en tant qu'au niveau de l'armée, on attend de voir ce qu'il va faire. Et voilà. On attend de voir ce qu'il va faire après sa déclaration. En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter. Mahamadou Harouna, vous êtes rédacteur en chef du quotidien L'Enquêteur basé au Niger. Merci beaucoup et que Dieu vous protège du côté du Niger. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Merci. Oui, Alphonse, rapidement. On a écouté notre confrère qui ressortait la situation qu'il y avait au Niger. En fait, le problème avec nos démocraties de 90, c'est qu'on a un équilibre de façade, mais le socle est totalement pourri. Il ressortait le fait que les élections ayant conduit Bazoum au pouvoir étaient des élections teintées de fraude. On a connu le même système en République de Guinée. En 2010, l'élection ayant conduit Alpha Condé au pouvoir a été contestée par toute l'opposition. On a vu ce revirement, ce changement de score miraculeux du premier tour au second tour. Ça s'est expliqué par les partenariats scellés par le régime avec Sekouba qui, pendant plusieurs années, a dénoncé le fait qu'il a cédé le pouvoir, mais Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements. Il faut rappeler quand même, c'est historique, ça n'a jamais eu lieu dans évidemment, ça dans le monde, 4 mois d'intervalle. Ça s'expliquait par le deal qui était en train d'être scellé. Bien, il fallait trouver un repreneur du pouvoir. Donc, aujourd'hui, on a un problème en Afrique. Et c'est pourquoi je le dis encore, je n'encourage pas les coups d'État, mais je ne condamne pas les coups d'État. Parce que les coups d'État interviennent dans des pays faibles. Sauf que ceux qui viennent perpétrer ces coups d'État font le pire. Justement, en fait, ils viennent trouver un problème qu'eux-mêmes ils ne règlent pas. Mais la solution, ce n'est pas les chercher au pouvoir. En fait, aujourd'hui, il faut rééquilibrer notre société. S'ils ne font pas le boulot, il faut les chasser. Il faut rééquilibrer notre société. Il faut les chasser. Non, tu ne supportes pas le coup d'État et tu n'es non plus pas contre le coup d'État. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire? Je ne supporte pas le coup d'État. Ceux qui ne sont pas à la hauteur doivent chasser. Je n'encourage pas le coup d'État. Je n'appelle pas les militaires à faire les coups d'État. Mais quand il y a coup d'État, je ne les condamne pas. Parce que, encore une fois, les coups d'État n'interviennent que sur des régimes fragiles. Prenez le Ghana. Depuis le coup d'État de Rawlings, il n'y a plus de coup d'État au Ghana.
Parce que pendant ce coup d'État... Pas qu'au Ghana seulement. Dans la zone anglophone, depuis 93, il n'y a pas de coups d'État se sont arrêtés. Voilà. Pourtant, il y avait eu des coups d'État. Mais ces coups d'État-là ont consisté à mettre le socle d'une société qui répondait à leurs propres besoins. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Après vous allez enchaîner. Je ne veux pas qu'on parle pas sur le moment. Rollins a servi dans l'exemplarité. Babila, gardez votre intervention. Vous allez enchaîner, s'il vous plaît. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nos démocraties, et ça je le dis devant n'importe quel intellectuel, les démocraties occidentales ne peuvent pas s'appliquer en Afrique. Tant qu'on continuera à faire la promotion de la démocratie occidentale, on se gourrera. Au Ghana, il y a un modèle de gouvernance qui est comme tel. Il y a l'État, il y a la société. Le président de la République au Ghana ne prend pas certaines décisions sans consulter les chefs coutumiers. Parce que là-bas, la société ne repose pas que sur l'État. Ça repose aussi sur ces sages-là. Chez nous, le conseil de sages sert désormais à quoi? C'est des gens pour qui on n'a plus de respect. C'est des mendiants. En fait, c'est ça. On a fait des mendiants. Pendant que notre société, dans son organisation, aurait pu se structurer de sorte que ces conseils de sages-là, qui étaient à la base les facteurs limitants de tous les problèmes dans nos communautés, on les a détruits. Aujourd'hui, on a envie d'appliquer dans notre pays une démocratie européenne qu'on veut appliquer dans la culture du Manding, dans la culture du Fouta, dans la culture forestière, dans la culture... En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que nos systèmes soient revus. Que nos aspirations... Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est les aspirations. On nous dicte nos aspirations, on nous dicte nos ambitions, on nous dicte notre développement. Parce que tout le monde veut inspirer son développement de l'Occident. Pourtant, vous ne pouvez pas avoir le même développement que l'Occident quand vous n'avez pas les mêmes réalités. On n'a pas la même culture. Donc aujourd'hui, il faut revenir. Aucun pays ne l'a réussi. Bien, quand même, il y a des pays, il y a des exemples. Quel pays? Le Malawi, par exemple. Non, le Malawi. Cette alternance, le Cap-Vert. Justement, maintenant, cette alternance-là, allez voir le Malawi. Allez voir comment la société est organisée. Allez voir le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est un pays lusophone. Allez voir comment la société capverdienne est organisée. Aujourd'hui, on a un problème de société. La Guinée, ce n'est pas un problème de régime, c'est un problème de société. Vous pensez que le problème, ce n'est pas les dirigeants, c'est le peuple? Justement, c'est le peuple, parce que c'est nous, dans le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Babila nous présente son projet de société, Madiou nous présente son projet de société. Ah mais non, mais Babila c'est mon pote, on vient du même village. Je vote pour Babila. Personne n'évalue la valeur ou l'apport de la personne. On évalue en fait nos relations et nos rapprochements. Ce qui fait qu'à la fin, quand c'est notre parent qui est élu, on est juste fier que notre parent soit élu. On n'est pas exigeant vis-à-vis du régime. Si le peuple de Guinée avait été exigeant, ne serait-ce qu'une seule année face à Alpha Condé, je vous assure qu'il n'aurait pas fait le troisième mandat. Mais vous savez qu'est-ce qu'on a dit? On a sectarisé la lutte contre le troisième mandat ici. D'accord. Je voudrais. Il y a une partie de vérité de ce que vous dites quand même. C'est tout est vrai en fait. Pas être vrai. Désormais, je vais enseigner ça à mes progénitures et aux futures générations. Et même à Alphonse. Un mauvais civil est mieux qu'un bon militaire. C'est ma conception. C'est pas possible. C'est ma conception. C'est pas possible. Parce que tout simplement. Les cadres militaires sont les mieux formés de nos États. Parce que tout simplement, Alphonse, tu as eu ton temps de parole. Il faut dire à Babila que les cadres militaires sont mieux formés que les cadres civils. Mon avis. Les cadres militaires sont mieux formés que les cadres civils. Les cadres civils sont. Les cadres militaires ont eu une meilleure carrière que les civils. Alphonse, tu ne peux pas me dire ça. Alphonse, mais de passage, Babila. Sauf que je ne le dis pas pour toi. Malheureusement. On est conscient que l'armée ne doit pas prendre le pouvoir. Mais quand les militaires déposent la tenue pour venir à la bien, Babila. Sois discipliné dans le studio. On se comprend, mais Alpha Condé n'est pas un modèle. On ne regrette pas Alpha Condé. Allez-y. Par rapport à ce qui se passe maintenant, s'il faut faire référendum, Alpha Condé n'est pas mieux que le CNRD. Allez-y. Moi, Alpha Condé ou pas, je me fous carrément. Encore une fois, je dis un mauvais civil, pour moi, vaut mieux qu'un bon militaire. Parce que tout simplement, Alphonse souffre d'entendre ça. Parce que tout simplement, c'est par les armes qu'on gouverne aujourd'hui. Si ce n'est pas les armes, vous pensez que ceux qui ont l'intention de manifester ne vont pas manifester? Pourquoi ils sont dans les maisons? Ils n'osent pas sortir. Il y a beaucoup de gens. Attendez. Sur Alpha, il n'y avait pas les armes. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts dans les manifestations sur Alpha Condé? Alphonse, par rapport à Babila va pas dire que c'est les armes. Alphonse, sous Alpha. On a peur des forces spéciales. Quand même, tu me laisses aller. Babila ne va pas nous dire qu'on a peur des forces spéciales. Les forces spéciales étaient là sous Alpha. Tu me laisses aller. Arrête de perturber. Il n'y a que des nouveaux acteurs. Sois discipliné, Alphonse. S'il te plaît, sois discipliné dans le studio. Allez, Babila, mais il faut rappeler quand même, il y avait des PA également au temps d'Alpha Condé. Il y avait des PA. Cela n'a pas empêché, parce qu'on sait que c'était un régime civil, n'a pas empêché les gens de sortir. Malgré les interdictions
interdictions, on a bravé les interdictions ici, les gens sont sortis. Mais aujourd'hui, qui a le courage, qui a ce kilo-là de sortir manifester? Qui a le courage de tenir certains discours aujourd'hui? On connaît des leaders politiques qui ont donné leur langue au chat. Certains ont verrouillé le bec. Ils n'ont plus l'audace, le courage de parler. Parce que tout simplement, tu parles, soit on te fout en prison, soit on trouve des prétextes en tout cas pour te réduire au silence, que tu le veuilles ou pas. Cette réalité est vivable aujourd'hui dans notre pays. Encore une fois, la situation, quand tu dis que c'est le peuple, je comprends très bien. Nous sommes des peuples. Ceux qui sont dans les pays anglophones et lusophones, c'est des peuples aussi. Pourquoi la discipline est là? Pourquoi la démocratie dans ces pays anglophones et lusophones est différente aujourd'hui de cette démocratie que nous vivons dans nos États? Parce que tout simplement, il y a un problème d'inconscience qui se trouve là. La jeunesse doit faire dans l'action et non dans la passion. Bien. Cette jeunesse-là, il ne sert à rien d'être jeune sans être capable et d'être capable sans être jeune. Il faut l'enseigner aux nouvelles générations. L'inconscience qui prime chez nous, ce n'est pas un problème de démocratie. On va vouloir dire la démocratie, la démocratie. Oui, ils sont dans la démocratie, chaque pays. Il faut regarder les pays européens. Quel est ce pays qui est dans ce régime présidentiel et démocratique aujourd'hui? L'Angleterre, c'est une monarchie. Allez, on va partir une pause. Il y en a plein quand même.